Saviez-vous que sous nos pieds s'étend un réseau de cavités si vaste et si complexe que certains systèmes souterrains mesurent des centaines de kilomètres de long et atteignent des profondeurs étonnantes? Ces merveilles géologiques, forgées pendant des millions d'années par des forces naturelles imparables, gardent l'histoire de notre planète et abritent des écosystèmes uniques que nous commençons à peine à comprendre. Chaque grotte est une fenêtre sur le passé géologique, une capsule temporelle sculptée lentement par l'interaction de la roche, de l'eau et de l'atmosphère. Les grottes ne sont pas de simples trous dans le sol, ce sont des structures tridimensionnelles complexes qui se forment par des processus géologiques spécifiques, principalement par la dissolution de roches solubles, l'activité volcanique, l'érosion marine ou glaciaire et même les mouvements tectoniques. L'immense majorité des grottes que nous explorons et connaissons sont les grottes dites karstiques, qui se développent dans des roches carbonatées comme le calcaire, la dolomie ou le gypse. Pour comprendre leur origine, nous devons nous immerger dans la chimie de la Terre. Le processus de formation d'une grotte karstique commence par la pluie. Lorsque l'eau de pluie tombe, elle absorbe le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Une fois qu'elle atteint le sol, l'eau s'infiltre à travers la végétation et le sol organique, où elle recueille encore plus de dioxyde de carbone, créant une solution faible d'acide carbonique. Cette réaction est cruciale. L'eau, que l'on pourrait décrire comme H2O, se combine avec le dioxyde de carbone ou CO2 pour former de l'acide carbonique, H2CO3. Cet acide, bien que faible, possède une capacité étonnante à dissoudre le carbonate de calcium, le composant principal des roches calcaires. Le calcaire, une roche sédimentaire composée principalement de squelettes et de coquilles d'organismes marins microscopiques, est par nature relativement poreux et fracturé. L'eau acidifiée, en rencontrant ces fissures et ces plans de stratification dans la roche, commence à s'infiltrer lentement. Au fur et à mesure que l'eau s'écoule à travers ces petites ouvertures, la réaction chimique s'intensifie. L'acide carbonique réagit avec le carbonate de calcium ou CaCO3 présent dans le calcaire. Cette réaction produit du bicarbonate de calcium, CaHCO3-2, qui est hautement soluble dans l'eau. C'est-à-dire que le calcaire se dissout, se transformant en une substance que l'eau peut entraîner facilement. Ce processus de dissolution ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un phénomène qui se déploie sur des dizaines de milliers, des centaines de milliers et, dans de nombreux cas, des millions d'années. L'eau, goutte à goutte, courant après courant, élargit les fissures et les conduits existants, créant des passages de plus en plus grands. Avec le temps, ces petits canaux se transforment en tunnels, chambres et vastes galeries souterraines. La vitesse et l'étendue de la dissolution dépendent de plusieurs facteurs, tels que la concentration de dioxyde de carbone dans l'eau, la température, la perméabilité de la roche et la présence de failles ou de fractures géologiques qui agissent comme des voies préférentielles pour l'écoulement de l'eau. Une distinction importante dans la formation karstique est entre le développement épigénétique et hypogénétique. La plupart des grottes karstiques sont épigénétiques, ce qui signifie qu'elles se forment par l'infiltration d'eau de surface qui descend à travers la roche. C'est le processus que nous venons de décrire, où l'eau de pluie, enrichie en dioxyde de carbone, se fraye un chemin vers le bas, suivant la gravité et les fractures de la roche jusqu'à atteindre la nappe phréatique, ou le niveau de l'eau souterraine. Dans cette zone saturée, l'eau continue à dissoudre la roche, élargissant les conduits et créant des systèmes complexes. Cependant, certaines des grottes les plus impressionnantes et scientifiquement précieuses sont d'origine hypogénétique. Ces grottes se forment par l'ascension d'eau profonde, souvent thermale ou géothermale, qui sont riches en acide sulfhydrique ou en acide sulfurique. Ces eaux, qui peuvent provenir de sources volcaniques ou de la décomposition de matière organique à grande profondeur, remontent à travers les failles et les fractures. En réagissant avec le calcaire, ces eaux produisent une dissolution massive et créent d'énormes chambres, avec des morphologies très distinctes de celles des grottes épigénétiques. La grotte de Lechuguilla en Nouveau-Mexique, États-Unis, est un exemple primaire de grotte hypogénétique, célèbre pour ses formations inhabituelles et son incroyable profondeur, qui dépasse les 497 mètres et compte plus de 222 km de passages explorés. Ces processus de formation sont associés à l'oxydation des sulfures. À l'intérieur de ces grottes, une fois que l'espace s'est formé et que l'eau commence à s'égoutter du plafond, les processus de formation des spéléothèmes, également connus sous le nom de formation secondaire, débutent. Ces structures se construisent à partir des minéraux dissous que l'eau transporte.
Lorsqu'une goutte d'eau saturée en bicarbonate de calcium est exposée à l'air de la grotte, le dioxyde de carbone s'échappe de la solution et le carbonate de calcium précipite, retrouvant son état solide. C'est comme si l'eau se déchargeait de sa charge minérale en interagissant avec l'atmosphère de la grotte. Les stalactites, ces formations iconiques qui pendent du plafond des grottes, se forment à mesure que les gouttes d'eau tombent lentement, laissant derrière elles une couche microscopique de carbonate de calcium sur le plafond. Avec le temps, ces couches s'accumulent, créant des cônes ou des tubes creux qui s'allongent vers le bas, un processus qui peut prendre des milliers d'années. Un exemple notable est la grotte de Postojna en Slovénie, qui abrite des stalactites qui ne poussent que de quelques millimètres par décennie. Juste en dessous des stalactites, sur le sol de la grotte, se forment les stalagmites. Ces structures croissent vers le haut à partir des dépôts de carbonate de calcium qui s'accumulent lorsque les gouttes d'eau frappent le sol de la grotte. Souvent, les stalagmites sont plus larges et plus robustes que leurs homologues supérieurs, car l'eau se disperse en tombant, déposant des minéraux sur une surface plus étendue. Dans de nombreuses grottes, une stalactite et une stalagmite poussent l'une vers l'autre, finissant par s'unir pour former une colonne, une structure solide qui relie le plafond et le sol de la chambre, créant une vision majestueuse. Au-delà des stalactites et stalagmites, il existe d'autres formations extraordinaires. Les coulées, par exemple, sont des dépôts de carbonate de calcium qui se forment lorsque l'eau coule sur les parois ou le sol de la grotte, créant des lames ou des rideaux ondulés qui ressemblent à des cascades pétrifiées. Les draperies ou rideaux se forment lorsque l'eau s'infiltre par une fissure inclinée dans le plafond, déposant des minéraux sous forme de voiles minces et translucides. Imaginez des fils de tissu délicats suspendus dans le silence souterrain. Les élictites sont peut-être les formations les plus énigmatiques et les plus difficiles à comprendre. Ces formations défient la gravité, poussant dans des directions erratiques et capricieuses, souvent en se tordant et en se courbant de manière imprévisible. On pense que leur formation est due à l'action des forces capillaires sur de très petites gouttes d'eau qui résistent à la chute, combinées à la cristallisation du carbonate de calcium. Elles ne se développent pas de manière uniforme. Au lieu de cela, le minéral se dépose d'une forme qui leur donne l'apparence d'être tordu, un mystère de la physique et de la chimie souterraine. Un autre type fascinant de spéléothème est celui des gourds, également connus sous le nom de barrages de travertin ou de terrasses de piscine. Ils se forment sur le sol de la grotte lorsque l'eau qui coule crée de petites dépressions ou des digues qui retiennent l'eau, formant des piscines étagées. Le carbonate de calcium se précipite le long des bords de ces piscines, élevant graduellement les parois des digues. À l'intérieur de ces piscines, des cristaux de calcite immergés peuvent se développer, créant un spectacle brillant sous la lumière des explorateurs. La grotte des cristaux à Naica, Mexique, est un cas extrême. Bien que ces cristaux de sélénite soient d'une autre origine, elle nous donne une idée de l'échelle de la minéralisation. Les grottes de gypse, bien que moins courantes que celles de calcaire, sont aussi le produit de la dissolution. Le gypse, dont la formule chimique est CaSO4.2H2O, est plus soluble dans l'eau que le carbonate de calcium. Pour cette raison, les grottes de gypse ont tendance à se former plus rapidement et peuvent avoir des passages plus larges. Cependant, leur structure est souvent plus fragile et sujette au changement. Un exemple d'une importante grotte de gypse est la Cueva de los Vientos au Nevada, États-Unis, connue pour ses vastes passages et ses formations délicates. En plus des grottes karstiques, il existe des grottes volcaniques, également connues sous le nom de tunnels de lave. Ces grottes se forment d'une manière complètement différente, directement liée à l'activité volcanique. Lorsqu'un volcan entre en éruption, la lave en fusion coule à la surface. La couche extérieure de cette coulée de lave, en entrant en contact avec l'air, se refroidit et se solidifie, formant une croûte isolante. Pendant ce temps, la lave chaude et liquide continue de s'écouler sous cette croûte déjà solidifiée. Si la source de lave diminue ou s'épuise, la lave liquide à l'intérieur se draine, laissant une cavité creuse ou un tunnel. Ce tunnel est le tunnel de lave. Ces grottes sont courantes dans les régions volcaniquement actives, comme Havaï, les îles Canaries en Espagne et l'île de Pâques. La Cueva del Viento à Ico de los Vinos, Tenerife, Espagne, est l'un des plus grands tunnels volcaniques du monde, avec 18 km de développement connu, et offre un aperçu fascinant de la géologie volcanique. Ses parois internes conservent les marques de l'écoulement de la lave, presque comme si la roche avait été sculptée par un sculpteur gigantesque. Les grottes marines, quant à elles, résultent de l'action érosive constante et persistante des vagues de l'océan contre les falaises côtières.
Ce processus est principalement mécanique où la force de l'eau frappant la roche érode progressivement le matériau, en particulier dans les zones de faiblesse comme les failles ou les fractures. L'abrasion par les particules de sable et les galets transportés par les vagues contribue également de manière significative à l'excavation. Avec le temps, de petites fissures s'élargissent pour former des cavités profondes. Un exemple iconique est la grotte bleue à Capri en Italie, où la lumière du soleil, en passant à travers une ouverture sous-marine, illumine l'eau d'une lueur bleue irréelle, créant une expérience visuelle impressionnante pour les visiteurs. Un autre cas est la grotte de Fingal sur l'île de Staffa en Écosse, célèbre pour ses colonnes de basalte hexagonales qui forment ses parois, résultat d'anciens refroidissements volcaniques. L'interaction de la mer avec ces structures volcaniques a créé une caverne de résonance naturelle où le son des vagues produit une musique éthérée. Les grottes glaciaires, également connues sous le nom de grottes de glace, sont des cavités qui se forment à l'intérieur de la glace des glaciers. Ces grottes sont créées par la fonte de la glace, souvent due à l'écoulement de l'eau de fonte qui s'infiltre dans les fissures du glacier ou à la chaleur géothermique qui monte de la base. L'eau liquide, même minime, est le principal agent érosif. Au fur et à mesure que l'eau s'écoule à travers la glace, elle creuse des tunnels et des chambres et peut donner des formations de glace spectaculaires. Elles sont éphémères par rapport aux grottes rocheuses, car elles sont soumises au cycle de fonte et de gel du glacier, et peuvent changer de forme ou s'effondrer en quelques jours ou mois. Des lieux comme l'Islande avec ses nombreux glaciers abritent d'impressionnantes grottes de glace qui attirent explorateurs et photographes, mais qui exigent une extrême prudence en raison de leur nature instable. La grotte de cristal dans le glacier Vatnajökull est un exemple célèbre de la beauté et de la fragilité de ces environnements. Les grottes tectoniques se forment par le mouvement des plaques tectoniques ou l'effondrement de blocs rocheux. Ces grottes ne sont pas le résultat de la dissolution ou de l'érosion, mais de la séparation ou du glissement de grandes masses rocheuses. Les failles géologiques, les fractures et les plis de la croûte terrestre peuvent créer des espaces vides. Elles sont souvent linéaires et suivent les directions des forces tectoniques. Leur étude est fondamentale pour comprendre la mécanique de la Terre et les tensions qui agissent sur la croûte. Un exemple moins connu mais tout aussi fascinant sont les grottes de grès. Bien que le grès soit une roche sédimentaire clastique, il n'est pas soluble au même degré que le calcaire. Cependant, dans certaines conditions, l'eau peut éroder le ciment qui unit les grains de sable, désintégrant la roche et créant des cavités. L'érosion éolienne, c'est-à-dire l'action du vent, peut également jouer un rôle significatif dans la formation de grottes dans le grès, en particulier dans les régions arides où les grains de sable transportés par le vent agissent comme des abrasifs naturels. Le parc national de Zion aux États-Unis, avec ses impressionnantes falaises de grès, abrite certaines de ces cavités formées par l'érosion différentielle. La formation des grottes est un processus profondément influencé par une série de facteurs interconnectés. Le type de roche est, sans aucun doute, le facteur le plus critique. Le calcaire, le gypse et la dolomie sont les candidats idéaux pour les grottes karstiques en raison de leur composition chimique de carbonate de calcium ou de magnésium, ce qui les rend vulnérables à la dissolution par des acides faibles. Des roches comme le grès ou le granit sont beaucoup plus résistantes à la dissolution chimique, bien que des grottes puissent s'y former par des processus mécaniques comme l'érosion ou la tectonique. Le climat joue un rôle fondamental, surtout dans la formation des grottes karstiques. Les régions avec des précipitations abondantes et des températures modérées ou chaudes favorisent la dissolution, car il y a plus d'eau disponible pour s'infiltrer et plus d'activité biologique dans le sol qui génère du dioxyde de carbone. Dans les climats plus froids, l'activité biologique est moindre et l'eau peut être gelée, ce qui ralentit ou arrête les processus de dissolution. Cependant, le dégel saisonnier dans ces régions peut réactiver le processus. La géologie structurale, qui inclut la présence de failles, de fractures et de plans de stratification, est un modèle essentiel pour le développement d'une grotte. Ces faiblesses dans la roche agissent comme des conduits naturels, guidant le flux d'eau et concentrant la dissolution. Les grottes suivent souvent ces structures, créant des passages qui peuvent être étonnamment linéaires ou suivre des motifs d'interconnexion complexes dictés par le réseau de fractures. Sans un réseau de fractures préexistant, la dissolution serait un processus extrêmement lent et diffus. L'hydrologie, c'est-à-dire l'étude du mouvement et de la distribution de l'eau, est également vitale. Le niveau de l'eau souterraine, connu sous le nom de nappe phréatique, et la topographie environnante dictent comment l'eau se déplace à travers le paysage et s'infiltre dans le sous-sol. Les systèmes de grottes les plus étendus se développent souvent en réponse à des flux d'eau souterraine à grande échelle, créant de vastes réseaux tridimensionnels qui peuvent s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres.
Les systèmes fluviaux souterrains sont de véritables rivières qui coulent sous la surface, sculptant des passages avec une force inimaginable. Le facteur temps est la clé qui englobe tout. La formation d'une grotte, d'une petite fissure à un vaste système de galeries, est un témoignage de la patience géologique, un processus qui se mesure sur des échelles de temps qui dépassent la compréhension humaine. Les grottes les plus anciennes connues se sont formées pendant des dizaines de millions d'années, un lent goutte à goutte de dissolution qui a créé les œuvres d'art souterraines que nous explorons aujourd'hui. Par exemple, on estime que certaines parties de la grotte de Mammoth, dans le Kentucky aux États-Unis, ont commencé à se former il y a environ 10 millions d'années. C'est le plus long système de grottes connu au monde avec plus de 651 km explorés. Sa magnitude est presque incompréhensible, un labyrinthe de passages, de puits et de chambres qui s'étend sous terre de manière étonnante. Au-delà de leur formation géologique, les grottes sont des environnements uniques qui abritent une vie étonnante. La biospéléologie est la branche de la science dédiée à l'étude des organismes qui habitent les grottes. Ces écosystèmes souterrains sont sombres, humides et à température constante, ce qui a conduit à l'évolution d'espèces hautement spécialisées, connues sous le nom de troglobies, qui se sont adaptées à la vie sans lumière solaire. Beaucoup de ces organismes ont perdu leur pigmentation, devenant translucides ou blancs et ont développé des sens hypertrophiés, tels qu'une ouïe et un odorat extraordinairement aigus pour compenser l'absence de vision. Des poissons sans yeux, des salamandres transparentes, des insectes aux antennes incroyablement longues et des crustacés qui n'ont jamais vu la lumière du jour ne sont que quelques exemples de la biodiversité que l'on trouve dans les grottes. La grotte des poissons aveugles à Coahuila, au Mexique, abrite l'espèce Astyanax mexicanus, un poisson qui a évolué de manière surprenante pour survivre dans l'obscurité totale. La fragilité de ces écosystèmes est immense. Ils dépendent des nutriments venant de l'extérieur, souvent transportés par l'eau. Et toute altération de l'équilibre délicat de la grotte peut avoir des conséquences dévastatrices pour ses habitants. La contamination de l'eau, la perturbation par l'exploration humaine non régulée ou les changements dans le flux d'eau peuvent menacer la survie de ces espèces uniques, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète. L'interaction humaine avec les grottes a une longue et riche histoire. Depuis les temps préhistoriques, les grottes ont servi de refuge, de lieu de culte et de toile pour les premières expressions artistiques de l'humanité. Les peintures rupestres de la grotte d'Altamira en Cantabrie, Espagne, ou celles de Lascaux en Dordogne, France, vieilles de milliers et de milliers d'années, sont des témoignages éloquents de cette connexion ancestrale, révélant des aspects de la vie, des croyances et de l'art de nos ancêtres. Actuellement, les grottes font l'objet d'une exploration scientifique intense à travers la spéléologie. Cette discipline combine la géologie, la biologie, l'hydrologie et la cartographie pour cartographier, étudier et comprendre les systèmes souterrains. Les spéléologues, équipés de technologies avancées et d'une détermination inébranlable, s'aventurent dans ces labyrinthes, faisant souvent face à des défis extrêmes tels que des passages étroits, des puits profonds, des courants d'eau glacés et l'obscurité totale. La spéléologie moderne n'est pas seulement une aventure, c'est une science rigoureuse. L'utilisation de drones pour la cartographie tridimensionnelle, l'analyse de la chimie de l'eau pour comprendre les processus de dissolution, la datation des formations rocheuses pour déterminer l'âge de la grotte et l'étude des modèles de croissance des spéléothèmes pour reconstituer les climats passés ne sont que quelques-unes des techniques utilisées. Chaque expédition est une opportunité d'élargir nos connaissances de la Terre. Au-delà de la science, de nombreuses grottes ont été adaptées pour le tourisme, offrant au public l'opportunité de découvrir la majesté du monde souterrain. Des grottes comme celle de Waitomo en Nouvelle-Zélande, célèbre pour leurs lucioles qui illuminent le plafond tel un ciel étoilé, ou la grotte de Son Dong au Vietnam, la plus grande grotte du monde connue à ce jour, avec une chambre si haute qu'elle pourrait abriter un gratte-ciel de 40 étages, sont des exemples de la façon dont la beauté des grottes peut inspirer l'émerveillement et l'admiration à des millions de visiteurs chaque année. La grotte de Son Dong n'a été découverte qu'en 1991 par un habitant local et n'a été explorée en profondeur par des équipes internationales que depuis 2009. Son immensité et sa biodiversité interne, avec son propre écosystème et microclimat, en font un trésor naturel d'une valeur inestimable. Cependant, la popularité croissante des grottes présente également des défis importants en termes de conservation. La fragilité des écosystèmes souterrains, la lente formation de leur concrétion et la capacité de récupération limitée de ces environnements les rendent particulièrement vulnérables à l'activité humaine.
Le vandalisme, l'accumulation de déchets, l'altération des flux d'eau et l'impact d'un excès de visiteurs peuvent causer des dommages irréparables. C'est pourquoi la gestion durable des grottes touristiques et la protection des grottes vierges est une priorité pour la communauté spéléologique et environnementale. Les restrictions d'accès, les chemins balisés, l'éclairage à faible impact et l'éducation environnementale sont des outils essentiels pour préserver ces trésors souterrains. L'avenir de la recherche sur les grottes est prometteur. À mesure que la technologie progresse, de nouveaux outils permettent aux scientifiques d'explorer des zones auparavant inaccessibles, révélant davantage de secrets de notre sous-sol. La recherche de vie extrémophile dans les environnements cavernicoles, la compréhension des cycles du carbone à travers l'étude des dépôts des grottes et la cartographie des systèmes hydriques souterrains vitaux pour l'approvisionnement en eau douce ne sont que quelques-uns des domaines de recherche active. Chaque nouvelle grotte découverte, chaque nouvelle formation dévoilée, chaque nouvel espace identifié nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre propre planète. Des minuscules gouttes qui initient la dissolution de la roche aux vastes salles ornées de concrétions qui ont mis des millions d'années à se former, les grottes sont de puissants rappels de la capacité patiente et formidable de la nature à sculpter le paysage. Elles nous renseignent sur l'histoire géologique, l'évolution de la vie et la délicate interconnexion de tous les processus naturels. Ce sont les derniers grands territoires inexplorés de la Terre, et chaque expédition est un pas vers une connaissance plus approfondie. Chers explorateurs, si ce voyage dans les profondeurs de la Terre vous a paru aussi fascinant qu'à nous, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures géologiques, de laisser un commentaire en nous disant quelle grotte vous aimeriez explorer et de partager cette connaissance avec vos amis et votre famille. Votre soutien nous pousse à continuer d'explorer les secrets les plus étonnants de notre monde.